Le problème du secteur, c'est un peu cette question de la généralisation. Comment est-ce qu'effectivement on fait pas juste une fois un bâtiment sympa avec des murs en pisé, de l'isolation en paille, du réemploi de fenêtres et je sais pas quoi, mais que ça devient un peu la norme, quoi. L'efficacité n'est pas une garantie de réduire la facture globale, quoi. Et ça c'est hélas un peu toute la trajectoire de l'humanité depuis 2 siècles. Enfin, nous, ce qu'on a dit, c'est la ville idéale. C'est facile. C'est ce qu'on a déjà. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, la ville de 2050, c'est celle d'aujourd'hui aux transformations et aux quelques extensions près. Donc, en fait, il faut faire avec l'existant. Et l'existant, en fait, c'est un terrain de jeu phénoménal, puisqu'il y a aujourd'hui 3 millions de logements vacants et 8 millions de logements sous-occupés en France. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail et ce podcast, et partager ces contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous. Bon épisode. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, mais aussi un lieu d'inspiration et de ressources, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Philippe Biwix. Philippe est un ingénieur passionné par la question des matériaux et des low-tech. Ensemble, on parle des impacts du secteur de la construction sur notre environnement et des solutions qui émergent pour loger l'humanité tout entière sur une planète aux limites finies. Conscient de la complexité du sujet, il propose une approche rationnelle, sans dogmatisme, mais avec pédagogie et lucidité sur les dynamiques en cours et les enjeux à venir. Gisements disponibles, matériaux bio et géosourcés, recyclage, smart city, villes denses et habitat autonome, il détaille ces sujets, chiffres et exemples à la clé. Un grand merci à Philippe pour ce partage éclairant et ce regard à 360 degrés sur ce qu'impliquent nos façons d'habiter aujourd'hui pour les générations futures. Je vous souhaite un très bon épisode. Bienvenue Philippe. Bonjour, merci pour ton invitation. Je suis très heureux de te recevoir. C'est Jean-Marc Gansil qui nous a mis en contact, qui est venu récemment aussi au micro de La Case Robinson et qui est le cofondateur de l'écosystème Darwin à Bordeaux, un lieu que tu connais puisque tu as fait plusieurs conférences et interventions ces dernières années. Absolument. La Case Robinson, c'est un podcast qui parle d'éco-construction, qui parle d'habitat et qui dit construction dit matériaux et plus généralement ressources et consommation de ressources. Donc c'est une thématique que tu connais bien puisque tu travailles sur ce sujet des ressources et tu as notamment partagé tes recherches dans plusieurs ouvrages que je montre ici en introduction. Donc l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable. Plus récemment la ville stationnaire aussi dont on va parler, comment mettre fin à l'étalement urbain. À chaque fois, on parle aussi de thématique de l'habitat, bien sûr. Et puis, plus dernièrement encore, cette superbe BD, Ressources, un défi pour l'humanité. Voilà, les sous-titres sont assez clairs. On va donc parler de consommation de ressources et d'enjeux aussi. Tu vas nous éclairer sur ces enjeux, quelles sont les dynamiques en cours et comment on peut tenter de répondre à cette question. Comment on loge 8, 9, 10, peut-être 11 milliards d'habitants dans de bonnes conditions et de manière soutenable pour la planète. Donc un sacré programme. Simplement pour commencer peut-être, quand on parle de ressources, c'est quoi les principales ressources qui sont mobilisées, qui sont concernées dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la construction spécifiquement? Si je partais de la définition des ressources du programme des Nations Unies pour l'environnement, ils ont un groupe qui s'appelle l'International Resource Panel, donc un certain nombre de scientifiques qui travaillent sur ces questions de consommation, d'extraction, de transformation, d'impact environnemental et de recyclage. Donc il y a on extrait à peu près un peu plus de 100 milliards de tonnes par an pour l'ensemble de l'humanité. Là-dedans, la moitié, ce sont ce qu'on appelle les minéraux non métalliques, et donc c'est essentiellement pour le monde de la construction, donc des granulats, du sable, du calcaire, de l'argile pour fabriquer le clinker, donc qui va donner ensuite le ciment pour fabriquer des briques, etc. Donc c'est quasiment les 50 milliards de tonnes, c'est quasiment exclusivement pour la construction, les infrastructures, c'est pas que le logement, bien sûr, c'est l'ensemble des choses. Ensuite, on peut trouver un peu d'énergie fossile qu'on n'utilise pas sous forme d'énergie. Je pense par exemple à l'asphalte, quand vous avez besoin de faire des parkings, des choses comme ça. On peut trouver aussi des ressources issues de la biomasse.
voilà, de la paille, du chanvre, de la laine, enfin un peu tous les nouveaux matériaux, ou plutôt des matériaux qu'on redécouvre aujourd'hui. Et puis on a des métaux. On a presque, je pense, 50% de l'acier qui est utilisé dans le monde de la construction. Le reste, c'est des grandes infrastructures énergétiques, des voitures, etc. On doit avoir à peu près 20% de l'aluminium. On doit avoir aussi des plastiques, tout ce qui est par exemple fenêtres PVC, tuyaux, etc. Donc ça c'est à peu près 25% de tous les plastiques dans le monde sont consommés dans la construction. Donc ça vient aussi des énergies fossiles, hein, pétrole et gaz. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Et puis après, plein d'autres choses, évidemment, puisque on va solliciter toute la table des éléments chimiques, du cuivre au nickel, en passant par le plomb, le zinc, etc. Quand vous avez, voilà, un acier galvanisé, un acier inox, des câbles de cuivre, et puis, à un moment, la chaudière, elle a une carte électronique, ou bien il y a l'éclairage, voilà, tous les équipements. Et donc là, on va aller chercher, tous les matériaux plus classiques. Et là, il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de statistiques qui permettent de dire on consomme tel pourcentage de gallium dans les LED d'éclairage. C'est quelque chose qui est plus difficile à tracer. Et voilà. Mais c'est sûr que le bâtiment, la construction est un poids lourd, clairement, à la fois économique et un poids lourd des besoins en ressources. Les autres poids lourds étant le monde des transports, voilà, donc les véhicules et les infrastructures qui vont avec. Et puis, on pourrait dire dans une moindre mesure tout ce qui est plutôt consommation du quotidien autour de l'agroalimentaire, autour des objets, des vêtements qui nous entourent, quoi. Ouais, globalement, donc un peu toutes les ressources qui nous entourent sur la planète, qui sont disponibles, sont à un moment ou à un autre mobilisées dans l'habitat, d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, en plus avec les technologies électroniques, etc. Donc il y a tout le spectre qui est mobilisé. Et il y a des chiffres aussi qu'on peut citer peut-être de l'ADEME sur la part du bâtiment sur la consommation d'énergie aussi en France. C'est autour de 45% de l'énergie qui est consommée en France qui est mobilisée par le bâtiment. C'est aussi à peu près 25%, il me semble, des émissions de CO2 relatives à ces consommations d'énergie et à ces consommations de ressources. Donc c'est un poids évidemment majeur dans l'économie, enfin dans l'activité humaine en général. Peut-être pour revenir aussi un petit peu en arrière au tout début, puis après on va dérouler ces différentes thématiques. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ces sujets, d'explorer ces thématiques? Est-ce que tu te souviens d'un élément déclencheur ou d'un moment fondateur qui t'a envie vraiment de te pencher dessus et puis aussi de diffuser ces recherches pour essaimer, éclairer les gens sur ça? Alors, un moment vraiment fondateur, pas complètement, mais effectivement, à la fin des années 90, tout début des années 2000, voilà, j'ai toujours eu un peu la fibre quand même écolo, sans forcément être encarté ou militant, et je m'intéressais à cette question de la consommation de ressources et de l'inégalité aussi de la consommation de ressources. On disait un peu à l'époque, 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources. C'était un peu le 80-20 de l'époque qui circulait. Je pense que ça a un peu changé parce que il y a eu évidemment la croissance phénoménale de la Chine, d'un certain nombre de dragons asiatiques, d'un certain nombre de pays émergents. Donc ça serait parti sans doute plus tout à fait comme ça. Et voilà, je m'intéressais à ça. Et puis de fil en aiguille, je suis tombé sur des écrits plutôt dans le monde de la critique du développement ou de l'après-développement, des gens comme François Partant, comme Gilbert Rist. Et puis j'ai fini par tomber sur Nicolas Georgescu-Roegen, donc cet économiste des années 60-70 qui s'intéressait à la logique de l'entropie, on pourrait dire quelque part de l'érosion ou de l'usure du monde, du fait que voilà, il faut finalement alimenter le système avec des ressources qu'on appelle non renouvelables, donc des choses qui par définition se renouvellent pas à l'échelle d'une vie humaine ou même de civilisation humaine, donc tout ce qui n'est pas finalement les ressources issues du vivant, où là on pourrait imaginer dans une logique de gestion voilà raisonnable de ce qui est produit chaque année, ce qu'on fait pas pour l'instant évidemment puisqu'il y a de la déforestation, il y a des pratiques agricoles non durables, etc. Mais on pourrait imaginer.
Mais par contre, tout ce qui est métaux, etc., là, on est au contraire dans un stock. Et ce truc-là, voilà, il utilisait des formules un peu dures. Hein. Il disait chaque voiture qu'on fabrique aujourd'hui, c'est peut-être un stock de charrues en moins pour les générations futures. Des choses comme ça, c'était un peu stressant. Bon, en fait, en vrai, quand c'est de l'acier, ça va aller. Je pense qu'on va réussir à se débrouiller. Par contre, effectivement, chaque smartphone qu'on fabrique, hein, je raconte ça dans la BD, c'est peut-être un équipement de dentiste ou de chirurgien ou de radiologue en moins pour les générations futures. Et voilà, et en fait, je travaillais à cette époque dans le conseil, beaucoup dans pas mal d'industries différentes, énergie, chimie, high-tech, aéronautique, des choses comme ça. Et du coup, passionné par cette question des ressources, je glanais plein de choses. Et voilà, et en fait, ça a fini par faire un bouquin un peu par hasard. Et puis ensuite, de fil en aiguille, comme il n'y avait pas grand monde sur ce sujet des ressources à l'époque, maintenant il y a un tout petit peu plus de monde, c'est bien, et le sujet est revenu un petit peu à l'agenda. Et voilà, ça m'a propulsé un peu grand spécialiste français mondial qui a écrit un livre, parce qu'en France, il suffit d'écrire un livre pour être spécialiste mondial. Je caricature un peu, mais bon voilà. Ce que je n'étais pas, évidemment, est-ce que je suis toujours pas, mais voilà, c'est ça qui m'a donné envie à la fois de mieux comprendre, d'écrire les choses que j'aurais aimé trouver directement dans une bibliothèque, ça m'aurait pris moins de temps, et puis de transmettre. Et aujourd'hui, pour contextualiser, c'est quoi les grands signaux d'alerte par rapport à cette consommation de ressources? Parce qu'on entend beaucoup de choses, évidemment, dans la presse spécialisée ou non spécialisée sur voilà, les limites du monde, les limites de la croissance. C'est des thématiques qui reviennent beaucoup. Mmh. Mais en termes de ressources concrètes, sur quels sont les signaux peut-être faibles aussi? Quels sont les points d'attention vers lesquels il faudrait qu'on se tourne de manière très urgente? En fait, alors les ressources en tant que telles, hein, que ça soit du sable ou bien 1 kilo de cuivre, elles sont pas considérées, par exemple, par le Stockholm Resilience Institute comme une limite planétaire. Hein, la limite planétaire, il y a la question du cycle du phosphore, du climat, de la pollution des milieux, etc. Mais les ressources en tant que telles ne sont pas une limite planétaire. Et en théorie, en fait, si on avait suffisamment d'énergie pour ça et qu'on n'avait pas de problème d'impact environnemental, on pourrait continuer à creuser des trous toujours plus profonds, aller chercher des choses dans des endroits encore plus improbables. Après tout, on manque de sable en région parisienne parce qu'on a fini par dire on arrête de gratouiller au fond des rivières parce que c'est pas bon pour la biodiversité et puis on ouvre moins de sablières et de carrières. On va le chercher en baie de Seine on prend du sable marin qu'on doit un petit peu passer à l'eau douce sans doute pour pas qu'il soit trop salé, je sais pas. Et puis demain peut-être qu'on ira aussi chercher des métaux à 4000 mètres de fond dans le Pacifique. Voilà. Donc le sujet, en fait, c'est surtout un sujet de heurter les limites planétaires, les autres limites planétaires. C'est-à-dire que pour extraire ces ressources qui sont potentiellement moins accessibles, moins concentrées, il faut plus d'énergie. Et puis c'est une énergie fossile. Donc ça veut dire changement climatique. On va faire des trous de plus en plus grands. On est dans une logique d'extractivisme extrêmement impressionnante. Hein. C'est des taux de croissance de l'extraction chaque année de 2, 3, 4, 5%, voire plus à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire que ça double, ça triple tous les 15, 20, 25 ans maximum. Donc ça va très très vite. Ça veut dire que c'est une atteinte au milieu, à la biodiversité. Hein. Ça peut être dans des déserts semi-arides, ça peut être sous des forêts tropicales, ça peut être sur des endroits très fragiles, etc. La question donc de la biodiversité, la question des résidus miniers donc et des déchets qui sont générés par le traitement des minerais et la métallurgie, hein, qui font partie des activités les plus sales, on pourrait dire, hein, d'un point de vue environnemental. Des résidus miniers, ça va être parfois pour des centaines, des milliers d'années qu'ils sont là et qu'ils vont être qu'on a exposé en fait des choses qui ont encore des contenus métalliques, des trucs en métaux lourds désagréables et qui vont en fait être exposés à la pluie, à l'action de l'oxygène, etc. Et donc ça va finalement libérer des particules métalliques dangereuses qui vont rejoindre les nappes phréatiques, les rivières, les milieux, les sols. Voilà. Donc donc l'enjeu premier, c'est ça, c'est que en fait notre consommation de ressources, elle a un impact environnemental et elle vient se surajouter à tous les autres impacts qui peuvent être la consommation d'énergie pour les transports et
et l'utilisation et le chauffage des bâtiments, et puis, l'agriculture, etc. La deuxième signal, je ne sais pas s'il est faible ou pas faible, mais c'est le fait de dire attention, quand même, il y a des ressources qui sont bien réparties, puis d'autres qui le sont un peu moins bien. Donc il y a quand même des questions un peu géopolitiques qui s'invitent. Et puis grâce à Donald Trump, on peut voir que voilà le truc est en train de monter un petit peu dans l'agenda des politiques publiques, puisque évidemment, alors après il y a un peu des effets d'annonce. Les terres rares ukrainiennes et groenlandaises. Bon, on verra ce qu'est la réalité derrière de tout ça, mais il y a quand même effectivement des enjeux aujourd'hui d'inégalité et d'accès aux ressources. Et puis il y a des enjeux liés à ça, de questions de souveraineté, de soutenabilité. Enfin, on pourrait aller chercher tous les mots magiques, de résilience peut-être, en se disant finalement plus je suis exposé à des chaînes de valeur mondiales, avec de la construction en cascade, avec des multiplicités de fournisseurs, de sous-traitants, et puis à la fin j'ai toute la chaîne de milliers d'usines et de sites industriels pour finalement fabriquer ma Smart City, avec des capteurs partout, des data centers, et puis de l'intelligence artificielle dans les smartphones, en disant que ça va être chouette, on va faire une ville qui sera neutre en carbone et intelligente. Bien plus finalement on s'expose effectivement à des couacs potentiels dans le futur. Ouais, on va parler justement de ces théories, ces propositions, même ces initiatives autour de la ville durable, autour des habitats verts, écologiques. On peut y adosser tout un tas d'adjectifs plus ambitieux les uns que les autres, bas carbone, basse consommation, à énergie positive, résilience, smart, régénératif, tout un tas de choses. Autonome, démontable, régénératif, dense aussi, on l'a entendu beaucoup. Donc ça, c'est un peu les initiatives d'aujourd'hui dont on parle beaucoup. Est-ce que ça fait partie de ce qui est des typologies qu'on construit actuellement, ou c'est même pas la majorité de ce qu'on fait? On est déjà encore dans une démarche qui serait pas déjà vertueuse, même si aujourd'hui, même ces théories-là sont aussi remises en question, parce que si tout le monde les fait au même moment, en termes de ressources, c'est pas garanti du tout que ces ressources soient disponibles. Mais qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui comme ville et comme habitat, majoritairement, et qu'est-ce que vers quoi ça tend? Alors j'ai pas les statistiques, mais je pense que le secteur du bâtiment, d'abord parce que peut-être ça touche un peu tout le monde directement, c'est un peu comme l'école, tout le monde a son avis, peut-être plus que des industries très spécialisées qui font pas forcément de la pub tous les jours, parce que c'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'intellos, on pourrait dire des architectes, des urbanistes, des sociologues, des anthropologues, etc. Il y a un discours très 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 établi, très intéressant, beaucoup de débats. On l'a vu par exemple sur les questions d'artificialisation des sols ces dernières années, avec la disposition ZAN de zéro artificialisation nette de la loi climat et résilience. Donc il y a un discours assez puissant qui s'installe, vraiment de logique, de dire on va aller de plus en plus vers la rénovation et la transformation et la réhabilitation et de moins en moins vers le neuf. On va aller de plus en plus vers des biomatériaux et du réemploi plutôt que finalement construire avec effectivement des matières extraites et qui sont coûteuses pour l'environnement et puis qui embarquent parce que ce sont des matériaux cuits qui embarquent donc du CO2 quelque part dans leur fabrication. Donc le discours il est là, il est intéressant. Alors on vient rajouter la couche évidemment de la question de l'adaptation au changement climatique, avec la question des îlots de chaleur urbains, avec la question du coup de la végétalisation de la ville et de l'intérêt de végétaliser à la fois pour des questions climatiques et pour des questions peut-être d'accueil, de meilleur accueil du vivant non humain. Donc il y a tout ça, et puis en même temps, finalement, quand on se balade dans les rues, c'est quand même souvent un peu les bâtiments un peu normaux qu'on voit, qui montent avec des planchers, poutres, poteaux, béton armé très standard. On voit encore sortir des bâtiments de bureaux totalement vitrés, absolument voilà. Et donc il y a une espèce, c'est assez intéressant cette espèce de dualité entre finalement un discours quand même très 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 orienté, avec des gens qui ont très envie, avec une vraie sincérité, il n'y a pas de souci, et des vraies envies de bouger les choses, avec
projets quand même un peu emblématiques, c'est vrai, qui sont portés en particulier par des maîtrises d'ouvrage publics, ça a toujours été un peu la maîtrise d'ouvrage public, c'est l'endroit où on essaye d'expérimenter, de faire des nouvelles choses, de soutenir des nouvelles initiatives, donc c'est très intéressant. Mais finalement, le problème du secteur, c'est un peu cette question de la généralisation. Comment est-ce qu'effectivement on fait pas juste une fois un bâtiment sympa avec des murs empisés, de l'isolation en paille, du réemploi de fenêtres et je sais pas quoi, et que ça devient un peu la norme, quoi. Et donc ça, pour le coup, je trouve que on a un petit peu un petit peu de retard à l'allumage de ce point de vue-là. Ensuite, peut-être je trouve qu'il y a eu un glissement quand même. Alors, Covid y a participé, mais pas que. Je trouve que la décennie 2010, finalement, c'est un peu la décennie de la Smart City, avec cette idée que, voilà, grâce finalement aux technologies, on va pouvoir abaisser le métabolisme urbain et qu'on va optimiser plein de choses, les feux rouges, le ramassage des poubelles, les fuites d'eau, je sais pas quoi. Et je trouve que pour le coup, voilà, on est passé à une autre phase. Alors peut-être pas à l'échelle mondiale, hein, mais au moins en Europe, où on est moins fasciné par cette technologie qui a peut-être aussi été un peu annoncée trop vite en disant ça allait tout régler. Et puis en fait, la voiture autonome, elle va mettre un peu plus de temps que ça à arriver, etc. Donc il y a évidemment de la technologie qui permet de faciliter la multimodalité, de passer de je sais pas quoi, de transport en commun, du train au bus ou au vélo, etc. Mais globalement, aujourd'hui, le discours majeur, c'est plutôt la ville inclusive, la ville résiliente, la ville qui s'adapte au changement climatique, la ville végétale. Bon, voilà, c'est un peu moins, c'est tant mieux, ça utilisera un petit peu moins de matériel électronique qu'on saura pas recycler dans quelques années. Mais voilà, mais ça règle pas complètement le sujet de dire comment finalement on atteint une neutralité carbone dans le secteur de la ville. Comment on fait en sorte que en 2050 chaque secteur ait fait sa part, dont celui de la construction et d'utilisation de nos infrastructures urbaines. Oui, peut-être cette prise de conscience aussi sur le fait que la Smart City soit pas la panacée, il y a aussi ces questions de souveraineté, tu le disais tout à l'heure un peu en introduction, ces questions de souveraineté par rapport à la disponibilité des matériaux. Il y a énormément de matériaux qu'on utilise en France dans le bâtiment et autres qui sont pas disponibles directement sur le territoire français, donc forcément ça pose des questions, tu le disais, géopolitiques. Ouais. Et il y a aussi de plus en plus d'exemples de cet effet rebond qu'on peut voir dans toutes les, on va dire, les avancées ou les progrès techniques sur la mobilité, sur la consommation de données, de data qui ont des impacts importants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces effets rebonds qu'on a pu constater dans la ville, qui finalement empêchent que les résultats finaux soient ceux qui avaient été modélisés, quoi. Oui, alors d'ailleurs je voulais rajouter un petit complément, c'est que finalement je ressens pas, mais peut-être que je me trompe, de grand enthousiasme IA au sujet de la ville. Alors que le grand enthousiasme IA, il est un peu partout, hein, pour d'autres choses, mais je vois pas trop encore bon, peut-être qu'il y a quelques startups qui racontent qu'elles font de l'IA pour lever quand même un peu d'argent sur tel ou tel type de service urbain à destination de différentes communes ou métropoles ou autres, mais bon, je ressens pas trop fort ça. Alors effectivement, d'abord la Smart City, en fait, elle est pas née sur une promesse environnementale, hein. Elle est née sur une promesse d'efficacité du système, c'est-à-dire c'était l'idée que on a numérisé, automatisé les usines, et il n'y a pas de raison que la ville y échappe, et donc les grands acteurs comme IBM, Cisco à la fin des années 2000 vont s'emparer du sujet. Pour prendre un exemple, je sais pas vraiment très anecdotique, mais c'est l'idée de dire voilà, si on a à un moment des applications où je peux photographier un trottoir défoncé avec mon smartphone géolocalisé et j'appuie sur un bouton et ça part au service de la ville, bah, d'une certaine manière, c'était une façon un peu de faire du Ikea dans les services urbains, c'est-à-dire que j'ai besoin de moins de gens pour se balader et vérifier où est-ce qu'il y a des trottoirs défoncés. Hein, je simplifie un peu, mais c'est juste pour donner un exemple de cette idée qu'en fait c'était quand même la gestion un peu cybernétique de la ville, ça allait permettre de faire des économies, et ça naît à la fin des années 2000, au moment où Détroit n'arrive plus à payer ses factures, au moment de la crise financière aux États-Unis, et du coup les grands acteurs en recherche de croissance vont proposer comme ça de numériser
toute une série de services pour finalement faire ce qu'on a fait ailleurs dans les usines, c'est-à-dire économiser du travail humain. Et c'est seulement au cours de la décennie 2010 que le discours va glisser en disant la Smart City c'est génial parce que effectivement on va avoir des produits et des services bien plus efficaces et la numérisation va aider à faire des économies dans les autres domaines, c'est-à-dire on aura des smart grids, des grilles intelligentes qui vont faire qu'on aura des panneaux solaires sur les toits et des voitures qui chargent en bas dans le parking pendant ce temps-là quand il y a beaucoup de soleil. On aura des feux rouges qui vont fluidifier le trafic, donc on consommera moins de carburant, etc., etc. C'était vraiment cette idée-là. Et ce qui effectivement ne marche pas très très bien, alors ça peut marcher dans certains cas et moins bien dans d'autres, hein. Évidemment, il n'y a pas de règle complètement générale, mais c'est cette idée de l'effet rebond, c'est-à-dire que l'efficacité n'est pas une garantie de réduire la facture globale, quoi. Et ça c'est hélas un peu toute la trajectoire de l'humanité depuis 2 siècles. Ça marchait comme ça dans les machines à vapeur du 19e. Elles consommaient moins de charbon. Bah, si elles consommaient moins de charbon, elles coûtaient moins cher. Et donc, elles pouvaient se répandre. Donc, chaque machine unitairement consommait moins, mais comme il y avait beaucoup plus de machines, bah, à la fin, on consommait quand même plus de charbon. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans tous les domaines. Effectivement, où si on a des transports en commun qui sont bien plus efficaces et pas chers, je sais pas quoi, parce qu'on va réussir à passer un train à 2 étages au lieu d'un étage, j'en sais rien. Bah en fait, on va permettre à des gens d'habiter plus, enfin pas permettre, si de cette manière, permettre à des gens d'habiter plus loin de leur travail et plus se déplacer. Alors souvent ils n'ont pas le choix d'habiter plus loin, c'est aussi pour des questions évidemment économiques, donc il ne s'agit pas de jeter la pierre à chacun. Mais voilà, il y a cet effet rebond. Le numérique, c'est un exemple formidable d'effet rebond permanent. Aujourd'hui, bah oui, ça consomme beaucoup moins de transporter, de transmettre une unité d'information et puis de la stocker dans un data center. Sauf que bah on émet beaucoup plus, on fabrique beaucoup plus de données qu'avant, et on en transmet beaucoup plus, et on en stocke beaucoup plus, et on en calcule maintenant beaucoup plus avec l'intelligence artificielle. Et donc finalement, eh bien, soit on est dans une logique de dire, quand on regarde vraiment ce que sont les services de ces promesses de la Smart City historiquement, ou même de la numérisation aujourd'hui, d'un certain nombre d'activités autour de la construction ou de l'utilisation des bâtiments, bah, soit on trouve des choses un peu anecdotiques en fait, parce que bon, bah oui, on détecte des fuites d'eau, bon bah d'accord, mais ça c'est pas vraiment de la Smart City, quoi, de la détection de fuites d'eau, bon bah voilà, c'est très bien, ça s'appelle une optimisation de réseau, j'ai pas de souci avec ça. Soit on trouve des choses qui sont vraiment très théoriques, quoi, c'est de dire ah bah une fois qu'on aura plein de panneaux solaires et une fois qu'on aura plein de voitures électriques, alors peut-être qu'on aura un système entre les deux qui, avec un petit peu d'IA, pourra prévoir quelle sera la demande à 11h30. Bon, et ça reste de la promesse. Voilà, on aime bien les promesses, dans l'être humain est un peu comme ça, on a toujours tendance un peu à s'emballer, à avoir des trucs incroyables, on va aller sur la Lune et sur Mars et je sais pas quoi, puis après la réalité nous rattrape un peu, l'être humain est un rêveur. Soit effectivement il y a la question de l'effet rebond et par exemple quand on fait des villes de plus en plus grandes, alors c'est pas évident les études de déplacement etc, mais les études semblent montrer quand même que eh bien en fait il y a une espèce d'optimum où quand on va vers des villes plus grandes, pas plus étalées d'ailleurs, mais enfin globalement une emprise plus importante, eh bien ça génère en fait des besoins de transport souvent contraints d'ailleurs, un quotidien pour aller au boulot, pour aller faire les courses, pour aller déposer les enfants à l'école de danse, de musique ou je sais pas quoi, aux activités sportives, etc., qui fait qu'on se déplace plus finalement en nombre des kilomètres dans une grande ville que dans une ville moyenne. Et puis alors peut-être que quand on est vraiment dans la campagne très reculée, là pour le coup la quantité de déplacement remonte à nouveau parce que là pour le coup on n'est plus dans un aménagement du territoire qui permettait d'avoir tout sur place dans le village comme en 1938. Mais voilà, c'est loin d'être évident qu'on arrive à capturer en fait les gains d'efficacité et d'efficience pour réduire la facture énergétique et environnementale globale. Ouais, ça tu en parles notamment dans ton livre La ville stationnaire sur ces sujets de taille de ville optimale qui en fait à partir d'un certain seuil et aussi à partir une certaine hauteur de bâtiment sont plus aussi efficientes et aussi intéressantes qu'estimées. Oui, ça c'était l'idée, pardon, je
de rebondir, mais c'est cette idée que effectivement il y a quand même eu une vague qui démarre dans les années 90 et continue dans les années 2000 ensuite sur la ville dense, c'est bien parce que ça permet de effectivement concentrer les déplacements, de mieux utiliser les transports en commun, de les rendre pertinents, et en plus ça consomme moins de sol. Donc du coup c'est tout bénef. Et en fait cette idée-là, elle n'est pas du tout idiote, mais bien sûr, hein, mais on se rend compte qu'en fait il y a peut-être des effets de seuil de contre-productivité, quoi, comme aurait dit le penseur des techniques Ivan Illich, hein, c'est-à-dire que bah oui, il y a un moment sans doute c'est intéressant d'être plus dense, mais si la densité c'est de construire des tours sur des dalles énormes en couvrant je sais pas quoi, des voies ferroviaires, bah là en fait la quantité de béton etc qu'on consomme dans une tour, la taille des fondations, la quantité d'acier qu'il va falloir, les ascenseurs, les surpresseurs pour monter l'eau au dernier étage, voilà, toute une série d'équipements, etc., qui fait que bah ça va peut-être pas être si intéressant. Alors évidemment, entre le bâtiment de 3 étages, en disant c'est quand même mieux, je sais pas quoi, de faire un peu d'habitat collectif sympa, avec quand même des espaces extérieurs, voilà, plein de choses qui permettent de se passer, si je puis dire, de la maison individuelle. Ça sera mieux évidemment que sans doute que du périurbain à base de pavillons mal isolés, je sais pas quoi, et qui vont faire une maladaptation peut-être d'ailleurs dans le futur. C'est mieux en termes de consommation d'énergie, de dépendance à la voiture, etc. Mais si effectivement on monte trop haut, on densifie trop et qu'on fait des tours triangles et d'autres trucs comme ça, bah là la question elle peut se reposer. Et t'évoques aussi dans ton livre le concept un peu de ville en travaux permanents où finalement un progrès en pousse un autre et on se dit on nous vend toujours un petit peu les innovations en disant bon bah on va mettre en place un réseau de fibres je sais pas de téléphonie 4G ça va être super utile pour communiquer et puis après on sera au top, ce sera fini quoi, on pourra passer à autre chose. Et puis finalement il y a la 5G qui arrive donc faut réouvrir les voiries, refaire des travaux, réextraire des matériaux, refaire des revêtements, etc. Et il y a un peu ce phénomène là de surenchère qui finalement nous pousse à toujours faire des travaux et finalement toujours extraire de nouveaux matériaux et être dans une ville en travaux permanents. Je trouve que c'est une notion qui est assez présente hein, pour tous les urbains. Voilà. Alors il y a la technologie qui crée ça parce que du coup, il faut effectivement redéfoncer le trottoir pour réinstaller et passer la dernière technologie. Mais il y a aussi, ça peut être aussi un dimensionnement, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau quartier qui va faire que le réseau d'assainissement est plus dimensionné comme il faudrait, ou le réseau d'eau potable. Voilà, il peut y avoir plein d'autres raisons où il faut revoir le schéma de circulation. Et puis à un moment, il y a aussi des bonnes choses, c'est-à-dire en ce moment, dans les métropoles, on défonce aussi des trottoirs, mais pour les végétaliser, pour réduire la place de la voiture, pour installer des places de vélo, des parkings à vélo sécurisés ou des places de vélo en libre-service. Enfin, donc il y a du bon aussi, je dirais, dans cette évolution permanente. C'est normal qu'une ville, elle se transforme, mais voilà. Mais encore une fois, il y a des questions de finalité derrière qui sont pas forcément les mêmes. Et quand on parle d'habitat durable, d'habitat écologique, j'ai l'impression qu'il y a souvent deux courants qui émergent et qui s'opposent parfois même. Il y a celui dont on vient de parler un petit peu, de la ville dense, de la ville connectée, de la ville du coup qui est efficace, qui est efficiente, parce qu'elle est mutualisée, elle est coopérative aussi sur certains aspects. Mmh. Ça, c'est un modèle un petit peu d'habitat vertueux. On peut, en tout cas, c'est présenté comme ça. Et il y a un autre qui, aussi, sur le papier, peut être tout aussi vertueux. C'est l'habitat plus autonome, plus autosuffisant, du coup, plus en périphérie des villes ou à la campagne, dans les milieux ruraux, où voilà, chacun est un petit peu le producteur de ses ressources, de ses consommations, de ses besoins. Est-ce que pour toi, il y a un de ces modèles qui est à privilégier, qui est plus favorable que l'autre, ou quelles sont les limites de l'un et de l'autre? Ouais, bah merci pour cette belle question. Alors dans la ville stationnaire, on se moque un petit peu voilà finalement de ces visions d'urbanistes un peu historiques avec l'idée de construire une ville idéale. Ça existe encore. Hein. Regardons par exemple en Arabie Saoudite, The Line. Qui était censée être la ville linéaire de 170 km de long. Bon, je crois qu'ils ont revu ça à 2,4 km. Dans la ville stationnaire, on avait dit que ça finirait à quelques centaines de mètres. Il y a juste à patienter un peu.
tu auras quelques tours alignées les unes à côté des autres. Donc voilà, évidemment, ce truc-là, il est pas valable parce qu'en fait, on a un existant, en fait. Hein, donc, ok, Platon, il pouvait à l'époque s'amuser avec la ville idéale en disant c'est une ville de 5040 citoyens exactement, hein, très précisément. Alors, faut pas compter les métèques, faut pas compter les femmes, faut pas compter les esclaves, hein, bien sûr, mais il y avait 5040 citoyens parce que comme 5040, c'est 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7, c'est super pratique pour diviser. Par exemple, s'il faut dire une personne sur 7 doit partir à la guerre, ou une personne sur 5 doit nettoyer les trottoirs, ou une personne sur 3 ou sur 15 doit fabriquer de nouveaux aqueducs, eh bien, ça permet en fait d'assigner les corvées et les et les impôts de manière tout à fait équitable. Bon, alors c'est évidemment, on lui pardonne à Platon, c'est écrit il y a longtemps, mais aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faut pas. Enfin, nous, ce qu'on a dit, c'est la ville idéale. Bah, c'est facile. C'est ce qu'on a déjà. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, la ville de 2050, c'est celle d'aujourd'hui aux transformations et aux quelques extensions près. Et les extensions, faudrait en faire le moins possible. J'entends sur des terres agricoles ou naturelles, c'est-à-dire qu'il faut freiner et puis idéalement arrêter le plus possible cet empattement, cette emprise des urbaines et des infrastructures. Et donc, bon, 2050, en fait, j'ai envie de dire presque d'un point de vue technique, c'est hier, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de coûts partis. On va pas transformer 99% de la ville d'un claquement de doigts juste en l'espace de 20 ans. Enfin, ou alors c'est un programme, voilà, ça serait vraiment, enfin voilà, faudrait vraiment mettre beaucoup de gens à bosser dessus et pourquoi pas, il en faut et on va le faire. Mais il y a aussi plein d'autres sujets à régler dans l'agriculture, dans l'énergie, donc moi je dirais que voilà, il y a des habitats denses aujourd'hui et peut-être qu'ils sont trop denses et peut-être que c'est des passoires thermiques et peut-être que ils ont des espaces urbains affreux, etc. Il faut les transformer, il faut les embellir, il faut les améliorer, etc. Il y a des habitats autonomes, je sais pas quoi, des yourtes, des fermes et des trucs qui sont super. Bah tant mieux. Enfin et voilà, ça peut créer plein d'initiatives. Et puis il y a pas non plus, je veux pas aller plaquer des envies ou des besoins qui sont les miens, j'en sais rien. D'abord, même dans une vie, dans un trajet de vie, les besoins ils changent. Hein. Vous avez, à un moment, vous voulez des espaces extérieurs parce qu'il y a des enfants qui courent. C'est super d'essayer d'avoir un jardin et c'est normal que du coup ça crée une envie. Puis après, les enfants ils grandissent, c'est les ados. Bah, si vous habitez loin de tout, vous passez votre week-end à les amener partout avec la voiture. Et puis après un moment, les ados, ils sont devenus des adultes, ils sont partis. Et puis bah finalement, vous en seriez bien mieux au centre-ville pour aller boire un coup en passant le long de la pharmacie avec votre canne. Hein, je caricature un petit peu, mais c'est donc il y a pas de. Je pense que les besoins évoluent de chacun et en plus, on a tous des besoins différents. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est normal d'avoir peut-être des envies de vie trépidantes, bruyantes, en cœur de métropole. Puis à d'autres moments, on a envie d'être un peu tranquille. Voilà. Et il y a plein de gens. Voilà. Chacun a son caractère et tant mieux. Donc en fait, il faut faire avec l'existant. Et l'existant, en fait, c'est un terrain de jeu phénoménal, puisqu'il y a aujourd'hui 3 millions de logements vacants et 8 millions de logements sous-occupés en France. Hein, pour vite prendre les logements, parce qu'il y a aussi plein d'autres bâtiments qui sont mal utilisés. Alors, les 3 millions de logements vacants, on va pas se jeter dessus d'un coup, parce que d'abord, il y en a une partie qui sont vacants parce qu'ils sont en travaux, parce qu'ils sont en train d'être transmis en héritage, parce qu'il y a des problématiques diverses et variées, et puis aussi parce que on sait pas les mobiliser correctement, parce que ce sont pas des formes urbaines qui plaisent. Voilà, c'est la petite maison du 19e siècle en bord de route départementale où passent des camions au milieu du village sans terrain et avec des gros murs en pierre et pas beaucoup de lumière. Bah, voilà, c'est pas forcément là que vous rêvez votre truc. Et puis quand vous allez voir le banquier d'ailleurs, quand il vous fait un prêt, il préfère du neuf avec un promoteur que la rénovation où il risque d'y avoir des surprises quelque part techniques, hein, et donc qui risque d'engendrer des surcoûts et de vous rendre insolvable. Donc il y a plein de raisons à tout ça, mais quand même, voilà, c'est quand même un terrain de jeu. Et puis le deuxième terrain de jeu, c'est des logements sous-occupés. Alors ça veut dire quoi, un logement sous-occupé? Ça veut dire quand vous êtes une famille, peut-être vous avez mis un peu de temps d'ailleurs à rembourser votre logement, et puis les enfants partent, et puis le logement il est dimensionné, y compris les enfants, quoi, mais les enfants sont plus là, quoi, ils viennent pour Noël et puis une semaine au mois d'août, j'en sais rien. Et donc qu'est-ce qu'on fait de ça?
On va pas jeter les gens dehors, hein, c'est pas évidemment le but, mais il peut y avoir des cas où on peut imaginer des phénomènes de recohabitation, hein, au contraire de la décohabitation, d'être de moins en moins nombreux par logement, et ce qui fait que même à population constante, même à population décroissante légèrement, il faut continuer à construire, finalement, hein, c'est ce qui se passe même en Allemagne, c'est ce qui se passe en Italie, par exemple, hein, où la population est décroissante. Eh bien, en fait, on pourrait imaginer un certain nombre de choses. Alors, je sais pas, de l'accueil d'étudiants ou de jeunes actifs quand vous avez une chambre disponible. On peut imaginer la densification douce, où vous avez un grand logement, une grande maison, et finalement, on peut imaginer qu'elle soit sous-découpée avec une entrée séparée, une petite transformation qui permet d'accueillir un jeune ménage ou un jeune actif qui est de passage. On peut imaginer de faire des surélévations sur des garages dans le périurbain pour faire des petits appartements qui permettent, je sais pas, à des gens qui viendraient installer des panneaux photovoltaïques ou faire de la rénovation thermique dans le coin. Voilà, il y a plein il y a une espèce de haute couture, hein, en tout cas de dentelle fine dans la ville existante, qui ouvre en fait des terrains de jeu phénoménaux de transformation du bâti existant. Ouais, c'est travailler sur de l'ingénierie sociale, j'ai envie de dire, ou sociétale, plus que finalement sur de l'ingénierie technique à proprement parler, où voilà, on essaye de plutôt recréer des modèles de vie, d'habitat en utilisant l'existant. Si on parle un peu des ressources, donc ici sur le podcast, les gens ils s'intéressent aux habitats sains, écologiques, qui essayent de mobiliser des ressources renouvelables à faible impact environnemental. Les nouvelles réglementations, notamment la RE 2020, essayent de faire la part belle à des matériaux à faible impact carbone, et notamment à des matériaux biosourcés, voire géosourcés. C'est des matériaux qui sont intéressants, tu l'as évoqué un peu en introduction, parce que pour la plupart, ils sont renouvelables, donc on pourrait gérer un petit peu leur production. Certains sont recyclables, certains sont même réversibles, comme la terre, donc c'est très intéressant. Est-ce que, concrètement, ces matériaux-là, donc bio et géosourcés, on pourrait vraiment les généraliser à la hauteur de ce qu'on consomme en matière de ressources pour le bâtiment aujourd'hui, ou finalement c'est impossible et on est contraint que ça reste un peu une frange un peu marginale de ce qui est consommé? Alors dans la vie stationnaire, on avait pris l'exemple du bois en particulier, hein, donc parce que évidemment le bois il est structurel, hein, la paille et la terre elles peuvent être structurelles, mais pas sur beaucoup d'étages, hein, c'est sûr. Alors ça pourrait quand même faire le job dans des maisons individuelles, dans du petit tertiaire, dans du petit commercial, hein, des choses, voilà, la boulangerie, la nouvelle boulangerie, la nouvelle pharmacie du coin, celle-là elle pourrait être construite finalement en structure paille et ou bois et ou terre sans problème. Mais en fait, on a voulu montrer avec l'exemple du bois, qui est un truc très compliqué, hein, parce que on utilise déjà beaucoup de bois en fait dans la construction traditionnelle, même avec du béton armé, hein, parce que pour faire des portes, des planchers, des menuiseries, même des charpentes, etc. Donc c'est un monde très complexe et il y a beaucoup d'études qui font très mal à la tête de différentes fédérations, de l'ADEME et autres, pour essayer de montrer qui avait essayé de montrer que est-ce qu'on avait suffisamment de bois, que ce soit des feuillus, des résineux, pour finalement, effectivement, s'inscrire dans cette logique de la RE 2020 et dans la logique de construction plus durable, avec des matériaux crus et pas des matériaux cuits, ou alors des matériaux qui ont été cuits mais par la planète un peu avant, hein, la pierre par exemple, enfin certaines pierres. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, alors pour la partie bois qui peut être structurelle, donc on peut faire des planchers bois, on peut faire des poutres en bois, c'est très impressionnant d'ailleurs maintenant avec le lamellé croisé, on peut faire des tours de dizaines d'étages, je sais plus exactement quel est le record aujourd'hui, mais c'est impressionnant. Alors évidemment, on peut pas remplacer le béton pour les fondations, par exemple, hein, pour les infrastructures, parce que là, on est dans un milieu humide, donc ça marche pas très bien. Mais en superstructure, on peut faire plein de choses. Et en fait, si on voulait maintenir les volumes à construire, la quantité de bois qui est nécessaire, elle est importante, quoi. Et on est en train de se rendre compte, en plus, en Europe, et en France en particulier, qui a du bois, hein, qui a une belle filière bois, et bien qu'en fait, le changement climatique est en train de venir un petit peu cogner fort pour des questions de sécheresse, pour des questions de bio-invasion, de maladies, et donc finalement
les forêts, qui étaient assez en forme et assez productives et assez capturant du CO2, pardon, eh bien en fait, et en croissance aussi. Et en croissance, parce que effectivement, on a planté beaucoup dans les années 50, 60 notamment. Eh bien finalement, voilà, ça va être plus compliqué que prévu. Alors c'est moins vrai pour la paille, où je pense que on pourrait vraiment organiser des filières territoriales très très intéressantes. C'est moins vrai aussi, je pense, pour la terre. Alors évidemment, la terre, c'est pas partout. Faut certains types de terre, évidemment, plutôt argileuses. Et puis, faut pas les transporter sur des centaines de kilomètres, sinon les gains environnementaux deviennent moins intéressants. Mais finalement, voilà, extraire de la terre pour construire en terre, ou extraire du calcaire, de l'argile ou du gypse pour le plâtre, etc. Bon, bah, c'est des volumes. De toute manière, on gratouille déjà beaucoup à beaucoup d'endroits. Hein. Il y a des milliers de carrières aujourd'hui, de sites d'extraction en France. Il y a plus de mines, mais il y a des carrières. Donc je pense qu'en fait là il y a un gisement assez intéressant. Le problème c'est que la terre crue, c'est quelque chose qui s'industrialise pas bien. Alors que le bois par exemple s'industrialise assez bien. Hein. Même ça plaît beaucoup. Hein. On peut jouer au Lego et faire des montages assez rapides de bâtiments. Donc ça plaît beaucoup d'accélérer la construction. Mais la terre, bah, c'est un peu, ça consomme plus de main d'œuvre. C'est à mettre en œuvre. Il faut adapter. C'est pas toujours la même chose. Et donc, il y a c'est des emplois qui peuvent être un peu pénibles. Il faut tasser, etc., extraire l'eau, en fonction des différentes techniques. Hein. Donc, du coup, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment décollé. Mais je pense qu'effectivement, en jouant à la fois sur le moins construire, parce qu'on serait plus en transformation, en réhabilitation, dans un aménagement du territoire où on pourrait aller reconquérir finalement des lieux où il y a de la place, des villages, des bourgs, etc. Moins construire et s'orienter vers plus effectivement de matériaux en comptant pas que le bois, mais effectivement la terre, la paille, le chanvre pour différentes fonctionnalités. Bah, je pense qu'effectivement à ce moment-là, on peut un peu se réinscrire dans les limites planétaires dont on s'est extrait au 19e siècle finalement, hein, parce que au 19e siècle, bah, on construit tout avec les trucs du coin, quoi. Hein, donc on construit avec de la pierre, avec du bois. Alors, on peut transporter un peu, hein, parce qu'on peut flotter le bois sur les rivières. Donc quelque part, Paris se construit aussi avec le bois du Massif central, en passant par, je sais pas, je vais dire des bêtises sur les fleuves, mais bon, l'Aube, machin. Enfin voilà, il y a des endroits où il y a des forêts au bout, et puis on peut descendre le bois comme ça. D'ailleurs, le charbon de bois aussi pour se chauffer. Mais globalement, on est quand même inscrit dans le territoire, quoi. Et donc, ce que va permettre l'invention, la mise au point du ciment Portland et puis la généralisation du convertisseur Bessemer dans la production d'acier en poulet continu, eh bien, ça va permettre effectivement de construire plus, même quand on dépasse un peu les limites de capacité du territoire. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on dit, finalement, tout le discours autour de la question des limites planétaires, etc., bah, c'est d'une manière générale, c'est un peu se réinscrire dans la contrainte surfacique. Alors, on peut quand même en inventer des transports plus efficaces, etc. Donc, voilà, on va pas rouvrir une mine de cuivre et un haut fourneau dans chaque village, hein, évidemment. Donc, il y a des choses qui continueront à être transportées, mais globalement, l'idée, c'est quand même d'être plus local. Et à ce moment-là, effectivement, dans pas mal d'endroits, pas partout, mais dans pas mal d'endroits, la paille et la terre sont de très beaux compléments finalement aux constructions traditionnelles et devraient même se généraliser et les remplacer. Et alors, le secteur du bâtiment, ça génère 45 millions de tonnes, je crois, de déchets par an en France. C'est facile, ouais. Si on compte, si tu comptes génie si civil, on compte les travaux publics, voilà, je crois qu'avec les travaux publics, c'est même 200 millions, plus de 200 millions de tonnes par an. Donc, c'est super, c'est un gisement un volume de matériaux potentiellement disponible. Donc je voulais t'emmener sur la question du recyclage ou du sous-cyclage ou du réemploi. Est-ce que ces gisements-là, qui sont générés chaque année, qui sont disponibles, est-ce qu'on peut envisager réellement de les mobiliser à l'avenir pour ne plus avoir à extraire des matières premières ou très peu? Ou est-ce que pour des questions techniques, physiques, c'est aussi un faux rêve? Alors une pure circularité qui ferait qu'on serait au point de plus extraire du tout me paraît difficilement atteignable, ne serait-ce que parce que le bâtiment, les infrastructures, c'est du stock qui s'ajoute aussi. Hein. Donc quand on extrait 100 milliards de tonnes chaque année à l'échelle mondiale, eh bien il y a une partie évidemment qui sont de la biomasse qui va retourner à la terre, etc. Il y a une partie
qui va faire des déchets qu'on va éventuellement incinérer ou pas. Il y a une partie qui va devenir des émissions à gaz à effet de serre. Et puis il y a une partie qui va s'ajouter au stock, quoi. Le stock aujourd'hui, on estime, c'est les scientifiques, il y avait une étude qui était sortie il y a quelques années qui disait que c'est à peu près 1200 milliards de tonnes. Et ce stock, en fait, il est composé essentiellement d'ailleurs de béton armé, de briques, d'asphalte, voilà, et puis un petit peu moins de verre, de plastique et de choses comme ça. Voilà. Et donc il y a une espèce quand même d'ajout un petit peu. Voilà, ça c'est la première chose. Alors après, on voit des choses apparaître et évoluer dans le bon sens. Encore une fois, c'est souvent un peu marginal, mais c'est quand même intéressant. On pourrait appeler ça des signaux faibles ou même un peu plus que ça. Ça va maintenant quand même au-delà de l'expérimentation, où on va on va récupérer des granulats issus des gravats de chantier. On a les flux maintenant. Alors je sais plus comment ça s'appelle, cette flux ou cette je sais plus à combien on est, on va récupérer le plâtre, on va réussir à refaire du plâtre avec du plâtre de déconstruction. Très intéressant. Le verre plat, un truc aberrant, le verre n'était pas recyclé, le verre plat n'était pas recyclé. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire quand même, il n'y a pas presque plus pur que du verre, voilà, qu'on récupérait sur une vitre. Bah non, parce qu'en fait, comme c'était du double vitrage, il y a les trucs, voilà, il y a les gommes, les machins, les cols, les réglettes en alu, les machins. Bon, bref, à la fin, c'était pas recyclé. Donc tout ça, c'était balancé en sous-couche routière, valorisé, comme on dit. C'est un truc incroyable. Hein. Donc, le verre recyclé, c'était que du verre de consigne, pas de consigne, de bouteilles qu'on allait jeter dans la bonne poubelle. Donc ça, c'est en train de, voilà, ça bouge et c'est la réglementation qui fait bouger. Hein, essentiellement, c'est pas le fait que le prix du sable a augmenté et qu'on peut plus faire du verre plat. Voilà, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment la réglementation. Donc c'est quand même intéressant. Effectivement, je pense que ça peut réduire les besoins d'extraction et en particulier si en plus c'est adossé à une réduction globale des besoins qui de toute façon est un peu inéluctable, hein, ne serait-ce qu'un peu par rapport à la courbe démographique. Alors là, je parle évidemment de nos vieux pays européens. Hein, je parle pas d'échelle mondiale, hein, naturellement. Mais voilà, pas au point. Enfin, il y a quand même une question d'usure. Alors là, je suis pas assez calé techniquement, mais est-ce qu'avec des vieilles tuiles, on peut refaire des nouvelles tuiles étanches en disant je rebroie tout ça et puis on recuit un peu. J'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, il y a quand même encore pas mal de choses qui sont pas directement réutilisables. On peut penser à tout ce qui est bois. Oui, bien sûr, le bois de réemploi, c'est top. Hein, on peut refaire des trucs, on peut raboter, j'en sais rien, des parquets abîmés. Hein, mais est-ce que le bois de menuiserie, des choses qui ont été exposées à l'extérieur, ça sera difficile. Le PVC qu'on utilise dans beaucoup de menuiseries aujourd'hui, lui, je sais pas si on peut vraiment trop le recycler. Il a été exposé aussi aux UV, etc. Il y a plein de mélanges différents d'ailleurs, hein, qui servent de charge, qui servent de coloris. Donc il y a quand même globalement une espèce de downcycling, effectivement, de décyclage, pas systématique encore une fois, mais qui peut ne pas trop toucher des grands métaux de base. Par exemple, l'acier, oui, on arrive à faire un acier recyclé, il n'y a pas de souci. Le cuivre, ça se recycle. L'acier inox, donc le nickel, le chrome, ça marche bien aussi. L'aluminium, ça marche pas mal. Mais pareil, dans un aluminium, il n'y a pas que de l'aluminium en fait. Hein. Dans un profil d'aluminium de fenêtre, il y a aussi 2-3 autres petites poutres de perlimpinpin pour assurer la qualité de la résistance à la corrosion, la résistance mécanique, etc. Et donc ces trucs-là, en fait, ils vont être un peu mélangés en fin de vie. On va un peu mélanger tout ça. On va remettre ça dans des fours électriques et tout, mais on va pas forcément atteindre des degrés de pureté qui vont permettre de le réutiliser de la même manière après. Voilà, du coup, c'est assez bigarré. Et en tout cas, c'est sûr que ça reste aujourd'hui une activité qui est hélas relativement marginale. Merci pour ces explications. Je sais que tu as un rendez-vous après, on arrive à la fin de notre conversation qui est très intéressante. Il y a une question que je pose à tous les invités, c'est si tout était possible, à quoi ressemblerait pour toi ta maison idéale? Question un peu plus personnelle sur des notions peut-être d'architecture, de confort, de contexte, de technologie. Ouais, je trouve que c'est dur de répondre à cette question-là parce que d'abord c'est un peu perso, mais surtout je veux pas projeter des envies perso
sur plein de gens. Enfin voilà, j'ai là sans doute le même fantasme que pas mal de personnes qui habitent dans une métropole, c'est-à-dire un grand espace avec la nature proche, à aller vue sur la mer pour aller me baigner le matin avant de partir au boulot, quoi. Allez, je caricature, bien sûr, hein. Mais évidemment, en même temps, je voudrais toutes les aménités et pouvoir aller à pied chez le dentiste, enfin ou à vélo chez le dentiste, à pied chercher mon pain et faire mes courses. Donc en fait, c'est un peu ça le sujet en fait. C'est cette question de la densité, elle est très difficile à approcher parce qu'évidemment, plus on veut être seul et avoir de l'espace, eh bien plus finalement les distances à parcourir vont être importantes pour ensuite avoir la bonne échelle pour qu'effectivement un boulanger vive de son travail. Donc je voilà, donc pour moi encore une fois, c'est plutôt un sujet de dire il y a un existant, après il y a des parcours de vie, il y a des envies, ça bouge, tout ça, ça va tourner. Il faut que peut-être il y ait une certaine fluidité des parcours résidentiels, c'est-à-dire finalement le espèce de fantasme de dire je suis né dans une maison, j'habite dans cette maison et je mourrai dans cette maison, non, ça marche pas forcément toujours comme ça. En tout cas, peut-être historiquement ça marchait comme ça, mais on continue à plaquer un peu l'idée que qu'on va acheter voilà le couple avec jeunes enfants qui achètent la maison de sa vie à 32 ans avec l'emprunt sur 35 ans. Bon non, en fait c'est plus compliqué que ça. Et donc pour moi le sujet c'est vraiment voilà, quels sont les leviers pour faire atterrir ce secteur poids lourd dans les limites planétaires. C'est d'abord la question de dire de quoi j'ai besoin, combien je construis, de quoi on a, voilà. Et est-ce qu'on peut rediscuter finalement d'avoir plus de partage. Alors c'est vrai pour des logements où on peut imaginer de l'habitat intergénérationnel, de l'habitat partagé où on partage certaines pièces communes, etc. Bon, c'est un truc qui est pas du tout un truc de décroissant écolo barbu, hein. Je veux dire, vous allez en Suisse ou en Allemagne, la buanderie dans les immeubles, elle est au sous-sol, hein. C'est comme ça, même dans des pays très riches, hein. Donc, et c'est culturel d'une certaine manière. Et puis ensuite, voilà, il y a la question effectivement du type de matériaux qu'on va utiliser, et puis de la manière d'habiter aussi. C'est-à-dire que finalement, on ouvre aussi la question de l'énergie de l'exploitation. Donc, comment est-ce que peut-être on a demain des systèmes où on chauffe pas toutes les pièces partout tout le temps, mais on a des systèmes plus de chauffer les corps plutôt que les pièces. La question des normes culturelles, hein, pour l'instant, c'était 21, 22 degrés l'hiver, c'est devenu un peu 19, on sait pas trop après après le démarrage de la guerre en Ukraine, on sait pas si ça se maintient dans le temps ou pas, et si c'est volontariste ou pour des questions de précarité énergétique, mais il y a un peu de ça. Mais peut-être qu'en 2050, la norme, ça sera 16 degrés ou 15 degrés, et puis que voilà, on sera habillé comme ça, on sera très content. Et puis après tout, on peut quand même faire plein de choses à 16 degrés. C'est juste que il y a une manière d'appréhender différemment les choses, et on réinvente le lit à baldaquin pour quand même pas avoir besoin de dormir avec une fourrure, je sais pas quoi. Donc c'est voilà, moi c'est tout ça qui me passionne. Donc je mets pas cette passion sur, évidemment j'ai des pratiques personnelles aussi, mais comme tout le monde, je suis enchâssé, enquisté dans un système global qui fait que je fais pas, tout est pas parfait, et je fais pas tout ce que j'aimerais faire pour plein de raisons, plein de questions de temps, de contraintes diverses et variées. Mais voilà, j'aime bien faire bouger un peu les lignes sur ces questions, et l'habitat évidemment est un très beau terrain de jeu, parce que c'est sans doute là qu'on peut mettre en place des choses un petit peu low-tech, un peu des technologies sobres, résilientes. Alors, voilà, aller se faire soigner dans un hôpital low-tech, bon, ça se discute, quoi. Je suis pas sûr que les gens ils seraient hyper branchés, même si en fait on peut appliquer une démarche de sobriété, de prévention sur la question de la santé, hein, bien sûr. Donc il y a plein de choses à faire, mais après, bon, l'avion low-tech, bon, sans doute non plus, hein, pas trop. Le train low-tech, ça se discute. Si c'est des petits trains qui vont pas vite sur des petites lignes pour réouvrir des lignes, il y a des choses, il y a des expérimentations d'ailleurs dans le système ferroviaire aujourd'hui qui sont en train d'arriver. Mais pour le coup, l'habitat low-tech, tiens, pourquoi pas? Parce qu'en fait, effectivement, le fantasme de la domotique avec le réfrigérateur qui fait les courses tout seul, ChatGPT qui fait les menus de la semaine, bon, ça fait déjà, même 10 ans, 20 ans, il y a plein de gens qui nous bassinent avec ça, et puis même dans les années 50, 60, il y avait un peu des trucs qui ressemblaient
dans les salons de la consommation. Là, il y avait des trucs avec des ménagères idéales et des robots qui faisaient tout. Bon, franchement, c'est pas en train d'arriver. Et là, justement, il y a un terrain de jeu sur la ventilation passive, enfin la ventilation naturelle plutôt que la ventilation mécanique, des systèmes passifs de confort thermique. Voilà, cette question du discernement technologique, de quel niveau de technologie j'ai besoin pour faire quoi, eh bien, elle peut être tout à fait intéressante dans le domaine du bâtiment. Sur ce sujet de low-tech, j'ai reçu sur le podcast Corentin de Châtel-Perron qui a fait une expérimentation passionnante sur ce sujet des low-tech dans l'habitat. Donc j'invite les personnes aussi à découvrir cet épisode. Merci pour cette réponse. C'est vrai que la question de la fluidité, peut-être de la propriété aussi par rapport à l'accès à l'habitat est une des pistes très intéressantes parce qu'on a tendance à, effectivement, quand on veut accéder à la propriété, on se projette sur, comme tu le disais, des décennies en se disant, bon, alors, j'ai besoin de tant de chambres parce que je vais avoir tant d'enfants, mais après, il va falloir quand même que je sois de plein pied parce que je pourrais pas marcher moins facilement, il me faut un garage parce que j'aurai une voiture, etc. Donc, on a tendance à une échelle, à un moment donné, à produire un habitat qui répond à tous les besoins d'une vie. Et du coup, ça génère finalement des habitats qui sont trop quoi, d'une manière générale, qui répondent à trop de besoins projetés, qui n'arriveront peut-être jamais en plus. Et c'est une surenchère finalement à la construction et à la consommation de ressources. Donc c'est une piste que je note qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a un livre que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent, en plus de ceux évidemment que je conseille vivement, que tu as écrit ou coécrit, que j'ai cité tout à l'heure, mais qui peuvent inspirer peut-être sur d'autres regards que tu as cités au cours de cette discussion. Alors si c'est sur la question de la construction écologique, il y a un des livres de Claude Lefrançois, non, c'est ça, qui fait des trucs super en termes de rénovation, voilà, écolo et moi j'avoue, alors j'en avais préfacé un d'ailleurs, mais j'ai oublié le titre, pardon. Mais tu retrouveras ça, tu le mettras en commentaire, ou je sais pas, sur la question de construire ou rénover peut-être. Oui, peut-être, et puis ou un truc avec habitat écologique dedans, mais tu as retrouvé, tu couperas en montage, c'est pas grave. Cette idée par exemple, que le confort thermique, c'est pas juste une question de température. Je disais tout à l'heure 19 degrés, etc. Mais en fait, c'est tellement plus complexe que ça. Ça dépend de la question du taux d'humidité, donc de la ventilation. Ça dépend alors j'oublie toujours la perspirance ou je sais pas quoi, l'effusivités des matériaux qu'on a autour de soi. Donc, on a des matériaux chauds, des matériaux froids. Il peut y avoir des pièces qui sont plutôt des pièces de vie de l'hiver, des pièces de vie de l'été. Alors ça, c'est quand on est évidemment pas dans une métropole où chaque mètre carré est très coûteux, mais par contre, quand on est justement à la campagne ou dans de l'habitat ancien, c'était des choses qui se faisaient. On n'était pas forcément au même étage au moment où il y a la canicule et quand il y a l'hiver. Et donc il y a vraiment des leviers tout à fait passionnants et hyper concrets sur le choix des matériaux, le choix des enduits, le choix des sols, etc. La question c'est un autre exemple, la salle de bain par exemple, alors ça c'était, je crois que c'était d'ailleurs un projet un peu qualifié de low-tech justement qui avait été fait par des étudiants avec l'idée que une salle de bain, on est entouré de trucs qui rayonnent du froid quelque part, c'est du carrelage, etc. Donc c'est humide, c'est froid. Donc on se met sous la douche et puis on se réchauffe avec l'eau chaude, quoi. Et finalement on dépense l'eau chaude pour réchauffer le corps parce qu'on a froid, ce qui est pas du tout la bonne solution. Et enfin c'est pas que c'est pas la bonne solution, mais et du coup en réfléchissant aux enduits qu'on va mettre ou peut-être même à mettre une partie de bois, ce qui peut être un petit peu contre-intuitif parce qu'il y a aussi après la question de est-ce que le bois va s'abîmer dans un environnement humide évidemment et en fait presque de surchauffer un petit peu sa salle de bain bien permet en réalité d'utiliser une eau moins chaude et de passer moins de temps sous la douche et donc ça finalement on s'y retrouve. Donc en fait on voit qu'il y a vraiment un terrain de jeu totalement fou en fait sur des questions techniques mais qui sont en fait finalement des questions de technique et de comportement et d'habitude. Donc j'aime bien parler de solutions socio-techniques et c'est peut-être un peu ça l'idée justement de ces low-tech, c'est que finalement tout ne passe pas juste par le technosolutionnisme. Où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent te contacter, qui veulent en savoir plus sur toi? Je mettrai les liens de tes ouvrages dans les notes de l'épisode, évidemment. J'ai pas de site internet avec je sais pas quoi, ma vie, mon œuvre et tout ça. Donc désolé. Après je suis sur LinkedIn, mais je publie pas souvent. Je pense que je dois être à 3, 4, 5 posts par an, donc c'est pas bien d'ailleurs. Je pense que l'algorithme
me fesse régulièrement en disant c'est pas bien, tu publies pas assez, donc je vais pas mettre tes trucs en avant. Mais peu importe. Donc, je dirais ouais, moi je suis assez sur l'éloge du temps un peu long, donc la question un peu de lire, et donc je suis assez attaché à au côté matériel du livre, et je suis pas du tout stressé d'ailleurs de la consommation de papier, parce que je pense que du papier, du carton, on utilise beaucoup plus maintenant, soit pour des livres pas très bons, mais aussi beaucoup pour de l'emballage et des trucs de Vinted et d'Amazon qui parcourent le pays. Mais effectivement, après, je conçois bien que les gens n'ont pas forcément ni l'énergie, ni le temps, ni la forme physique peut-être pour se cogner des ouvrages le soir de quelques centaines de pages. Donc à ce moment-là, ouais, il y a quand même pas mal de podcasts qui existent, et comme j'ai la chance d'avoir un nom, enfin la chance, je ne sais pas, en tout cas j'ai un nom qui est quand même pas très courant. Alors c'est pas moi qui collectionne les chiens boxeurs, et c'est pas moi qui suis ostéopathe dans la région de Nantes, mais à part ça, c'est souvent sur moi qu'on tombe. Donc voilà, on peut assez facilement trouver des différents podcasts qui traînent ici et là, quoi. À regarder évidemment avec une résolution très faible, voire même sans image, enfin pour soulager les data centers et les réseaux. Ouais, mais ce podcast est disponible sur les plateformes audio également, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup Philippe pour cet éclairage passionnant. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir reçu sur le podcast. Merci. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent, je les invite vraiment à découvrir tes ouvrages, hein, La ville stationnaire dont on a parlé, L'âge des low-tech qui évoque cette question, voilà, d'une civilisation techniquement soutenable. Super livre, et puis plus illustré et super bien fait aussi, Ressources, la BD qui est parue dernièrement, Un défi pour l'humanité. Je te remercie encore, et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.